Frantz Fanon, l'anticolonialiste pur et dur. Hasard du calendrier ou signe du destin, Frantz Fanon est né, comme Patrice Lumumba ou Félix Roland Moumié, en 1925. Fanon écrit « Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » C'est le mot d'ordre qui a guidé Frantz Fanon durant sa brève, mais ô combien généreuse et audacieuse, existence. En 1943, il s'engage dans l'armée française de la Libération. Frantz Fanon explique alors ce choix par le fait, je cite, « Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. » Combattant sous les ordres du général de Lattre de Tassigny, il est gravement blessé. Parti pour se battre pour un idéal, il s'est retrouvé à faire face à la discrimination ethnique, au racisme et au mépris de ses chefs. Toujours membre de l'armée française, le général de Tassigny a eu la mauvaise idée, en tout cas pour son pays, la France, de l'envoyer pour quelques semaines en Algérie. Rappelons qu'il n'avait pas encore ses 19 ans. Frantz Fanon fut frappé par les structures sociales de la société coloniale, intrinsèquement racistes, qu'il qualifia de pyramidales, riches colons, petits blancs, juifs, indigènes évolués et masse du peuple. De retour en Martinique, il passe son baccalauréat et s'engage dans le soutien à la candidature d'Aimé Césaire qui se présente, en 1945, aux législatives, sous l'étiquette du Parti communiste français. Au titre d'ancien combattant, à l'âge de 20 ans, il reçoit une citation par le général Salan qui lui a permis d'avoir une bourse d'enseignement supérieur pour des études en médecine, en France métropolitaine. Parallèlement aux études de médecine, il suit des leçons de philosophie et de psychologie. Il a eu comme professeur l'éminent philosophe Maurice Merleau-Ponty. Durant ses études, il participe à plusieurs mobilisations anticolonialistes. Néanmoins, Fanon soutient sa thèse en psychiatrie en 1951. Il expliquera plus tard certains problèmes psychologiques des minorités et des colonisés par l'étude de cas des victimes du colonialisme. Fanon insiste sur la nécessité d'analyser les traumatismes coloniaux passés, pour révéler l'état psychologique, émotionnel et physique des générations présentes. Fanon interroge l'histoire des opprimés et des dominés et étudie les aspects psychologiques pour démontrer les liens de cause à effet qui sont associés aux générations d'aujourd'hui. Le psychiatre Fanon a démontré que plusieurs troubles d'aujourd'hui sont les résultats des traumatismes coloniaux d'autrefois. Ce sont des études très détaillées et extrêmement sérieuses qui tentent de comprendre l'état psychologique et émotionnel des opprimés d'autrefois afin d'expliquer les cicatrices sur leurs descendants d'aujourd'hui. Fanon, à moins de 27 ans, a déjà remarqué les limites des concepts freudiens, jungiens, adlériens à expliquer certains troubles psychiques. Fanon a ouvert la voie à l'ethnopsychiatrie, par le côté pratique, bien avant Georges Devreux et les premiers théoriciens de cette nouvelle science. De Fanon le Martiniquais à Fanon l'Algérien, en 1953, il choisit l'Algérie pour y pratiquer la psychiatrie. Il est nommé chef de service psychiatrique de Blida-Joinville, en Algérie. Établissement qui porte aujourd'hui son nom. À moins de 28 ans, Fanon introduit des méthodes modernes de sociothérapie ou psychothérapie institutionnelle qu'il adapte à la culture des patients musulmans. Un travail qui sera repris et explicité dans la thèse de son élève, le futur psychiatre et psychanalyste, Jacques Azoulay. Par ailleurs, Fanon s'oppose frontalement aux thèses racistes de l'école algérienne de psychiatrie d'Antoine Porot qui a écrit, pour expliquer les troubles mentaux de l'Algérien, je cite le docteur Porot, hâbleur, menteur, voleur et fainéant, le nord-africain musulman se définit comme un débile hystérique, sujet de surcroît, à des impulsions d'homicide imprévisibles. Fanon s'en prend avec une virulence inouïe à ce représentant de l'école algérienne de la psychiatrie, en qualifiant le docteur Antoine Porot de débile mental profond. S'attaquer au mandarin, le docteur Porot, ne va pas sans conséquence. Néanmoins, il a été averti par les autorités médicales. Fanon enfonce le clou à l'endroit des tenants de l'école psychiatrique d'Alger, en rappelant qu'ils seront incapables d'aider dans la mesure où ils n'ont rien compris à la genèse du problème. Je cite Fanon, « La première chose que l'indigène apprend, c'est de rester sur place, à ne pas dépasser les limites. Pendant la colonisation,
Le colonisé n'arrête pas de se libérer entre 21 h et 6 h du matin. Cette agressivité sédimentée dans ses muscles, le colonisé va d'abord la manifester contre les siens. C'est la période où les nègres se bouffent entre eux et où les policiers, les juges d'instruction ne savent plus donner de la tête devant l'étonnante criminalité nord-africaine. Pour pouvoir aider, il aurait fallu au docteur Porot de partir de ce constat. Pour Fanon, le simplisme doctrinal de Freud ne suffit plus dans la prise en charge de l'opprimé. Quoi qu'il en soit, si le docteur Fanon s'était donné entièrement à la santé mentale, il aurait changé énormément de choses dans les différents processus psychothérapeutiques et aurait apporté du nouveau à la psychiatrie et à la psychologie. Fanon ne voulait pas révolutionner la psychiatrie, son but est de participer au bouleversement du monde et n'a pas pu résister à l'appel de la révolution au sens littéral du terme. Fanon et la guerre d'Algérie, en novembre 1954, quelques jours après les événements de la Toussaint Rouge, Fanon a cherché à entrer en contact avec les chefs de la résistance. En 1955, il rencontre les deux dirigeants de la révolution algérienne, Aban Ramdan et Larbi Ben Midi, qui étaient déjà au fait de ses écrits et de ses engagements dans les mouvements anticolonialistes. En dépit du refus des deux dirigeants de le laisser aller dans les maquis. Car ils jugeaient qu'il avait beaucoup plus à apporter à la révolution en restant à Blida, à l'hôpital de Joinville. C'était mal connaître Fanon. Il voulait absolument tâter du maquis. Il a fini par être envoyé comme délégué de la direction PFLN à Alger, faire l'inspection des maquis algériens pour en établir une évaluation en besoins logistiques. Son constat est sans appel, sans l'aide des pays nouvellement indépendants, dont le Maroc et la Tunisie et sans l'assistance des pays progressistes, les combattants dans les maquis ne tiendraient pas longtemps face au rouleau compresseur de l'armée française. Fanon a enfin compris pourquoi les deux chefs, Aban et Ben Midi, ont souhaité le garder à portée de main de la direction du PFLN. Traqué par la police française, il remet au gouverneur général Robert Lacoste sa démission de médecin-chef de l'hôpital de Blida-Joinville en novembre 1956. Soupçonné de collision avec la direction du Front de Libération Nationale, il est expulsé d'Algérie en janvier 1956. Il décide alors de rompre avec sa nationalité française et se définit comme algérien. Exilé à Tunis, il rejoint l'organe central de presse du PFLN, El Moudjahid. Il se fait établir un vrai faux passeport tunisien, au nom d'Ibrahim Omar Fanon. Le 8 décembre 1958, Frantz Fanon, sous le pseudonyme de Dr Omar Ibrahim Fanon, est à Accra, au Ghana, qui organise une conférence panafricaine. Il s'agit là d'une conférence plus militante que celle tenue quelques mois avant par les États indépendants. La conférence d'Accra rassemble activistes et leaders des mouvements nationalistes de tout le continent. Lumumba, Roland-Félix Moumié, Modibo Keïta et d'autres encore étaient présents. Fanon a eu le temps de s'entretenir longuement avec Lumumba et Nkrumah. Le Ghana allait bientôt devenir un lieu familier pour Fanon. En 1960, il y sera l'ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA. Ce jour-là, Fanon se leva pour prendre la parole, il avait peu de notes pour appuyer son discours et fixer l'auditoire et déclare « Si l'Afrique doit être libre, nous ne pouvons pas quémander, nous devons arracher par la force ce qui nous appartient. Toutes les formes de lutte doivent être adoptées, sans exclure la violence. » L'effet fut spectaculaire, transformant ainsi la tournure du débat et l'ambiance de la conférence. Fanon laissa les délégués totalement abasourdis. Un Sud-Africain, rendant compte de la conférence à sa hiérarchie, déclare « Le docteur Fanon Omar d'Algérie a certainement constitué le clou du spectacle. Il ne mâche pas ses mots. Au demeurant, quel homme du PFLN pourrait se le permettre ? Les Algériens n'ont aucun autre recours que de se battre, dit-il, et le PFLN veut aller jusqu'au bout. » Dans un français saccadé, il porte son auditoire jusqu'aux scènes horribles des atrocités commises par les Français à l'encontre des Algériens. Il reçut l'ovation la plus retentissante et la plus longue de tous les orateurs. La conférence, en grande partie sous l'influence des interventions du docteur Omar, en session plénière comme dans les commissions, s'engagea à soutenir les luttes armées. La non-violence comme méthode pour parvenir à l'indépendance ne constituait plus la règle suprême. Ce qui n'était pas pour déplaire à Lumumba, Nkrumah et Moumié qui pensaient comme lui, qu'il est impossible de répondre à la violence par la non-violence. Le docteur Omar Fanon a dit tout haut ce que la majorité des délégués, présents à Accra, pensaient tout bas. Fanon, sans craindre l'exagération, avait mené et remporté le débat sur la lutte armée et l'usage de la violence.
La colonisation devait être balayée du continent par tous les moyens nécessaires. Fanon est devenu le plus éminent militant et porte-parole de la politique de libération et d'unité africaine. La violente guerre pour la libération de l'Algérie représentait, pensait-il, le point culminant des luttes populaires du continent pour la liberté de l'Afrique. Si la conférence panafricaine fut radicalisée par la contribution de Fanon, Fanon lui-même avait été transformé par son expérience en Algérie. Il publie la même année l'an 5 de la Révolution algérienne. Ambassadeur itinérant du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, il échappe durant cette période à plusieurs attentats, au Maroc et en Italie. Fanon, indépendance totale ou rien. Il est devenu très critique envers les dirigeants africains ralliés à la communauté française. Selon Frantz Fanon, le colonialisme met en place au sein de la société indigène une classe de nature bourgeoise en raison de ses privilèges matériels. Ces classes d'indigènes embourgeoisés sont dédiées à la défense des intérêts du colonialisme. Fanon fait un amer constat, en faisant remarquer qu'au moment de l'indépendance, les puissances coloniales transmettent le pouvoir à des bourgeoisies asservies et à des politiciens locaux antinationaux, pour être les garants des intérêts de l'ancienne puissance coloniale. En réalité, et c'est le cas pour la plupart des pays africains et des Caraïbes, l'oppresseur sort par la porte et revient par la fenêtre. Désormais, le colon agit par l'intermédiaire de ces nombreux traîtres. Pour Fanon, Nkrumah et tous les dirigeants révolutionnaires qui se sont battus contre le colonialisme, l'indépendance ne serait effective dans ces pays que sur le plan culturel, dans un retour aux anciennes traditions, alors que le colonialisme se maintiendra sur le plan économique et politique. Fanon et la postérité. Beaucoup de causes se réclament de Fanon et se l'approprient. 5 ans après sa mort prématurée en 1961, il est apparu comme étant le théoricien le plus en vue du mouvement du Black Power aux États-Unis. En 1967, Dan Watts, rédacteur en chef du journal radical du Black Power, Liberator, soulignait l'importance de l'influence de Fanon dans la révolte de l'Amérique noire et il écrit, je cite Watts, « Vous pensez que les frères qui participent à ces émeutes sont de vieux poivreaux. Rien n'est plus éloigné de la vérité, ces mecs sont prêts à mourir pour quelque chose, et ils savent pourquoi, ils lisent tous, ils lisent énormément. Pas un seul d'entre eux qui n'a pas lu la Bible et Fanon. Vous feriez bien de vous procurer ce livre, Les damnés de la terre, chaque frère sur un toit peut citer Fanon. » Fin de citation. Dans les années 1960 et 1970, Fanon était le tiers-mondiste par excellence. Les mouvements de guérilla dans les bidonvilles et dans les colonies se réclamaient de Fanon. Son œuvre devient un véritable manuel de combat pour les maoïstes et l'élite intellectuelle des guérillas qui prévoyaient une vague révolutionnaire imminente appelée à renverser le monde. Frantz Fanon meurt d'une leucémie le 6 décembre 1961 à l'âge de 36 ans, quelques mois avant l'indépendance algérienne. Dans une lettre laissée à ses amis, il demandera à être inhumé en Algérie. Si la reconnaissance de l'homme et de l'œuvre de Frantz Fanon fut immédiate en Algérie dont plusieurs établissements hospitaliers et des rues et avenues ont été baptisés à son nom dès l'indépendance en 1962. Depuis 1982, à Fort-de-France, une avenue porte désormais son nom, sur proposition de Aimé Césaire en 1965. Actuellement, plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, le Nigeria, l'Italie ont baptisé des centres de recherche et des monuments à la mémoire de Fanon.